Le Tchad est un allié important pour la France, et ce depuis longtemps. On est très présent militairement au Tchad depuis quasiment l'indépendance du pays. C'est l'endroit où le plus de soldats français sont tombés au combat depuis 50 ans. Et c'est un allié important, d'abord géographiquement, par sa position géopolitique, et c'est aussi parce que c'est un des rares pays africains qui est capable de mener des opérations extérieures, c'est-à-dire de projeter des forces dans les pays aux alentours. Et donc c'est une alliance qui est vraiment importante pour la France dans la lutte contre le djihadisme et qui jusque-là avait une certaine stabilité. Et puis, de manière très surprenante et soudaine, tout cela est un peu remis en question actuellement. Alors moi, j'introduirais une nuance dans l'idée selon laquelle le rôle du Tchad est absolument majeur dans la gestion de la crise sahélienne côté Sahel central. Le rôle du Tchad sur son territoire dans la lutte contre les groupes issus de Boko Haram, notamment l'État islamique province Afrique de l'Ouest et le JAS, évidemment a un engagement absolument majeur depuis plusieurs années. Sur le flanc du Sahel central, l'engagement tchadien a été absolument déterminant, notamment aux côtés des forces de l'opération Serval en 2013. Mais on souligne très souvent qu'Idriss Déby était un grand guerrier, un grand chef militaire, mais on oublie souvent de dire que c'était un grand stratège et un très fin politique qui en réalité a mené ce que j'appelle une politique de l'Arlésienne pendant des années en faisant miroiter le déploiement de ce fameux 8e bataillon tchadien qu'on a attendu vraiment pendant très longtemps, alors qu'Idriss Déby lui-même avait toujours tenu un discours extrêmement dur vis-à-vis de ses partenaires occidentaux, en les rendant très clairement responsables de la déstabilisation du Sahel en raison de l'intervention en Libye. Le fameux 8e bataillon tchadien est arrivé en mars 2021 seulement dans la région de Terra au Niger. Il s'est avant tout illustré non pas par ses performances opérationnelles, mais par le comportement de certains de ses soldats qui ont violé des civils, notamment une petite fille de 11 ans, des femmes enceintes sous les yeux de leur mari. Et l'une des faiblesses du Tchad est en réalité qu'il s'agit d'une armée de guerriers, mais s'agit-il d'une armée de soldats capables de respecter des règles professionnelles sur le terrain? À mon avis, cela en fait en réalité un allié très fragile de la France dans son engagement au Sahel. Oui, non, j'ajouterais juste 2 points à ce qui vient d'être dit. L'importance de la position géographique, on a parlé de la région du Tchad, du lac Tchad, pardon, et donc de la menace de Boko Haram également, mais également vis-à-vis de la Libye. Il faudrait se rappeler que la menace et la mort du président Déby est due à une offensive qui venait de Libye en fait. Et le président Déby lui-même soulignait, et il rendait responsable la France en particulier de ça, en disant l'offensive en Libye, finalement, personne ne m'a prévenu, j'ai même pas eu un coup de téléphone, et voilà ce qui se passe. Et en fait, aujourd'hui, les mercenaires devant quitter la Libye étant parfaitement armés, sont revenus au Tchad et donc amènent une menace importante qui semble-t-il, est arrêtée maintenant. Et le deuxième point, j'abonde sur le point que vient d'écrire Niagalé sur les capacités guerrières des Agawas, globalement, qui sont de remarquables guerriers. On a vu ce qu'ils ont fait à côté de l'opération Serval, remarquables guerriers, mais évidemment avec un côté d'absence de discipline et de régulation du guerrier qui devient un soldat, qui est une évidence. Les troupes tchadiennes se sont fait virer, je dirais, 2 fois de Centrafrique pour leur comportement, effectivement. Donc ça, c'est le côté embarrassant de l'Alliance française. Les Français ont besoin du Tchad, mais cela a impliqué de défendre, enfin d'aider le régime face à des mouvements de rébellion interne à plusieurs reprises, et ça a impliqué effectivement de jouer avec d'utiliser ou d'être avec des forces elles-mêmes qui sont
performantes, je dirais, qui sont efficaces contre les djihadistes, mais qui peuvent être désastreuses par de nombreux autres aspects. Je pense que ce dont on vient de discuter renvoie en réalité plus généralement à la façon dont on conçoit la politique sahélienne et notamment la politique au Tchad. On s'aperçoit que l'approche, la difficulté n'est pas tant, comme on le dit à mon avis trop souvent, que ce soit l'instrument militaire qui ait été utilisé comme principal outil. La difficulté est vraiment de savoir au service de quel objectif politique, en réalité, est mobilisé cet instrument-là. On voit très bien qu'aujourd'hui, au Tchad, la problématique sort totalement, d'un point de vue sécuritaire, de la question de la lutte contre le djihadisme. Je ne prends pas en considération le bassin du lac Tchad, où n'est absolument pas engagée la France à travers l'opération Barkhane. La question qui se pose aujourd'hui, à mon avis, est celle de savoir si la France n'est pas en réalité en train de sacrifier son soft power, c'est-à-dire son influence et l'attractivité du modèle qu'elle incarne, au profit d'un hard power, donc de l'utilisation de la force militaire qu'elle utilise de manière qui n'est pas connectée, encore une fois, aux besoins de réforme politique qui est clamé, manifesté à haut cri, en réalité, dans toute la région. On entend de manière intéressante certains opposants tchadiens dire qu'on leur répond face à l'installation de cette junte, quand même, de ce conseil militaire de transition, qu'il s'agit de maintenir la stabilité de la région. Mais pense-t-on aussi aux populations tchadiennes? Pense-t-on au régime politique dans lequel elles ont vécu depuis des années? La question pour la France est aussi de savoir si elle est capable de mettre en cohérence une approche en termes de réel politique et une approche beaucoup plus normative qui consiste à promouvoir des valeurs. Et aujourd'hui, il me semble que la France n'arrive pas à synthétiser ces deux approches. Il n'y a aucun problème à avoir une politique cynique, réaliste, mais il faut l'assumer. Et aujourd'hui, on est dans un entre-deux qui est difficilement audible en réalité. Il faut bien séparer en deux l'opération Barkhane, je pense, et l'action globale dans le G5 Sahel. L'opération Barkhane n'est qu'un des aspects, et c'est l'aspect militaire de l'implication du G5 Sahel. L'impact sur Barkhane de ce qui vient de se passer, Barkhane clairement est dans une phase de transition, en essayant de passer le relais aux pays africains et en essayant d'impliquer plus d'Européens dans ces opérations. Le Tchad, sur l'influence africaine dans la zone du G5 Sahel, j'allais dire c'est un renfort. C'est ce qu'on voit à propos des 1200 soldats qui ont été renvoyés. C'est un renfort qui ne peut être que temporaire. Mais le gros problème, c'est essentiellement, globalement, le problème malien et le problème de la structuration de l'État malien et de la capacité de l'État malien à reprendre son rôle régalien dans les zones d'où il est absent. Et donc, dans cette phase de transition, qu'il y a un renfort militaire qui arrive du Tchad, c'est une chose. On en a peut-être besoin dans les 6 mois ou l'année qui viennent, mais il faut essentiellement faire l'effort sur l'aspect régalien du Mali. Le deuxième aspect, en revanche, où je ne suis pas tout à fait d'accord sur le soft power, c'est que le rôle de la France aujourd'hui, et je crois qu'il est en passe de réussir, c'est d'impliquer les Européens. Alors, je ne parle pas de la mission EUTM de formation du Mali, mais c'est l'impact des Européens, à la fois sur l'aspect militaire, dans les forces spéciales, mais surtout dans l'aspect développement. Et le fait que de plus en plus de pays européens, je donnerai un exemple, c'est l'Allemagne. Il y a 5 ou 6 ans, vous alliez au Niger, l'Allemagne ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a des fonds considérables qui sont mis en place par l'Allemagne au Niger. Et ça, je crois que c'est une réussite qu'il ne faut pas oublier, c'est d'avoir impliqué dans le domaine du développement les autres pays européens, là où il y a 5 ou 10 ans, il n'y avait quasiment que la France qui était présente. Donc je crois que c'est cet aspect soft power qui est une réussite. Sur l'aspect militaire,
On en parlera plus tard, mais je pense qu'on est vraiment dans une phase de transition et que le Tchad n'est qu'un renfort temporaire. La clé, c'est quand même le Mali. D'accord, maintenant, en ce qui concerne le Tchad, je pense que la préoccupation majeure, c'est la situation interne du Tchad. Et le risque majeur, c'est un risque de déstabilisation interne. C'est-à-dire que si cette transition politique se fait relativement calmement, il y a un processus qui se met en place. Très bien, mais il est possible aussi d'avoir, et on l'a connu dans le passé au Tchad, d'avoir un basculement dans une situation beaucoup plus chaotique. Et là, ça poserait beaucoup de problèmes aussi concrets pour la France, ne serait-ce d'ailleurs parce qu'on a des forces présentes sur place, que l'état-major de Barkhane, il est à N'Djamena, etc. Et donc ça posera la question de la position de la France vis-à-vis de cette situation, et puis même sur l'ensemble du G5 Sahel. Donc il faut regarder de très près effectivement ce qui va se passer au Tchad dans les mois à venir. Alors l'Union africaine s'est exprimée il n'y a pas longtemps. Une mission avait été envoyée au Tchad et globalement l'Union africaine, j'allais dire assez traditionnellement, en particulier à cause de la pression des pays d'Afrique de l'Ouest, a décidé que la transition allait être sous surveillance, mais allait pouvoir se développer telle qu'elle a été annoncée. Je voudrais simplement rappeler que quand même, sur la déstabilisation du Tchad, il ne faut pas se tromper de sujet. La déstabilisation avec la mort du président Déby est venue de quoi? D'un conflit interne. Zaghawa-Goran qui se sont élevés contre d'autres Zaghawa. Donc il y a une déstabilisation relative. Maintenant, effectivement, la société civile, dont une grande partie n'est pas partie prenante au gouvernement actuellement, peut profiter de cette occasion. Mais, et je veux pas donner trop de bien acquis au gouvernement tchadien, mais je trouve qu'intelligemment, il a limité à 18 mois et il a nommé comme Premier ministre l'ancien Premier ministre et qui était le numéro 2 dans les élections et qui est quelqu'un du Sud. Donc ça a été assez intelligent. Donc il faut espérer que cette intelligence va se poursuivre et que dans l'année à venir, on va voir se déboucher non, un nouveau processus et non pas une succession comme cela a pu être nommé. Alors la question de l'Union africaine et plus largement de l'architecture africaine de paix et de sécurité qui a été instaurée en son sein se pose selon l'équation suivante à mon avis. On s'aperçoit que immédiatement après le décès du président Déby et l'instauration de ce conseil militaire de transition, l'Union africaine a adopté une position de fermeté en demandant le retour à l'ordre institutionnel qui aurait supposé que la transition soit assurée initialement par le président de l'Assemblée nationale qui aurait fait valoir qu'il n'était pas en mesure d'assumer celle-ci. Mais quand même, il y a eu cette exigence formulée par l'UA. Une mission d'enquête visant également à éclaircir les conditions du décès du président Déby a été envoyée sur place et le rapport de cette mission est, selon moi, assez décevant dans la mesure où, après avoir invoqué des grands principes et suscité des espoirs, on en vient en réalité à l'avalisation, si ce n'est la légitimation de l'arrangement institutionnel consistant à conserver des militaires très présents parmi l'équipe au pouvoir, associés à des civils. Et l'exemple malien est explicitement formulé dans le communiqué de l'UA. Il y a quand même des questions à se poser. Il est légitime de s'interroger sur le rôle des puissances internationales, à commencer par le rôle de la France. Mais enfin, si les institutions africaines elles-mêmes se satisfont d'arrangements qui sacrifient les principes institutionnels et démocratiques, je pense que c'est par là qu'il faut commencer à s'interroger et à travailler avant de remettre en cause la position des partenaires.
Oui, je suis d'accord, je n'ai pas grand-chose à ajouter, à part que, effectivement, le problème de l'Union africaine et de l'architecture de pays de sécurité, des organisations régionales elles-mêmes, c'est qu'elles n'ont en réalité pas beaucoup de moyens de pression. Elles n'ont pas beaucoup de moyens d'action, que ce soit de pression économique et encore moins de pression d'action militaire. Ça, c'est un défaut récurrent, structurel. Elles sont c'est ce qui date quasiment depuis l'origine, l'incapacité, pour des tas de raisons, de constituer des forces de sécurité communes, efficaces et dans un temps relativement rapide. Donc elles sont toujours dépendantes en réalité des partenaires extérieurs pour cela, et plus particulièrement de la France, qui est la force de réaction rapide de l'Afrique, la France. Donc dès qu'il faut agir militairement rapidement en Afrique, il n'y a pas d'autre solution pour l'instant que la France. Et donc, du coup, c'est une autorité un peu morale, mais qui n'a pas de main, qui n'a pas de pour faire appliquer ce qu'elle dit. Alors les forces armées françaises ont déjà beaucoup renforcé leur position au Sahel, renforcé leurs effectifs, renforcé leurs actions. Je rappelle, après le sommet de Pau, concentration des efforts sur la zone des 3 frontières, réorganisation du commandement avec un commandement conjoint, ou du moins une liaison plus efficace entre le G5 Sahel et la force Barkhane. Donc cet effort a été fait. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'on est dans une phase de transition dans laquelle l'effort français est d'impliquer les Européens à 2 niveaux, au niveau des forces spéciales et au niveau de l'implication financière et dans le développement. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas de renforcer les forces françaises là-bas, c'est plutôt de reconfigurer. Et l'accompagnement des forces, en particulier maliennes, mais également du Burkina Faso et du Niger, l'accompagnement par des forces, j'allais dire de pointe, que sont les forces spéciales, mais dans cette zone absolument gigantesque, comment intervenir sans avoir des drones, des avions et des hélicoptères? Or ça, malheureusement, les pays africains de la région ne disposent pas tellement de ces moyens-là. Et donc, on sent que même s'il y a une bascule, une transformation de la force Barkhane en soutien du G5 Sahel, il y a probablement une reconfiguration des moyens pour arriver à avoir plus d'Africains, comme c'était le cas dans les dernières opérations, Bourrasque et Eclipse, je crois, où il y avait beaucoup plus d'Africains qui étaient présents, d'avoir plus d'Européens, on le voit bien avec le début de la force Takuba, et d'avoir probablement moins de forces françaises au sol, mais dans l'air, j'allais dire, puisque les drones, les hélicoptères et les avions, c'est dans l'air, je vois difficilement comment on peut faire autrement que d'avoir des forces françaises. Alors moi, au-delà de ce que j'indiquais tout à l'heure, à savoir la nécessité de savoir pour quel objectif on veut ou non renforcer le dispositif militaire français, cette question quand même de l'objectif politique poursuivi, que je peine toujours à distinguer, me paraît absolument essentiel, parce que combattre le terrorisme, ça n'est pas un objectif politique, c'est un objectif opérationnel. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte, à mon avis, que l'opérationnalité, précisément, militaire, elle ne passe pas uniquement par les capacités de combat. Il est extrêmement important de se rendre compte que les difficultés expérimentées sur le terrain par ces armées sahéliennes touchent aussi en grande partie à des problèmes de gouvernance. Et il me paraît absolument indispensable de prendre cela en considération. Il s'est produit en 2020 des révélations relatives à des scandales de détournement de fonds abyssaux, aussi bien au Niger qu'au Burkina Faso ou au Mali, dans une moindre mesure, le cas le plus préoccupant étant celui du Niger. Comment peut-on envisager aujourd'hui que certains moyens de la coopération militaire française ou européenne mis à disposition fassent aussi l'objet de détournements? Il y a une lettre magnifique qui a été écrite par un soldat nigérien mort au front qui demande au juge de faire comme lui a fait son travail de soldat
en allant combattre, de mettre fin à l'impunité de ceux qui ont fait de cette guerre un business. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se réjouir des annonces qui ont été faites, notamment par Joseph Borrell, hein, le haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne, qui conditionne beaucoup plus l'aide et l'engagement européen au respect d'un certain nombre de règles de gouvernance. Je pense qu'il faut revenir à l'origine un peu de la stratégie. L'idée de l'opération Barkhane, c'est pour la France d'exercer une pression sur les différents groupes djihadistes, le temps que, d'une part, les forces de sécurité locales soient à même de prendre la mission à leur compte et d'assurer elles-mêmes la sécurité des populations locales, et en même temps qu'il y ait comme l'a dit Niagalé, une réforme de la gouvernance, une meilleure gouvernance qui fasse qu'on s'attaque aussi aux raisons qui font qu'il y ait des gens en face qui prennent les armes contre les différents gouvernements. Et du point de vue français, du point de vue militaire français, d'abord, dans un premier temps, on n'a sans doute pas fait l'effort qui était nécessaire pour exercer une pression suffisante, puisqu'on était engagé dans des tas d'autres opérations dans le même temps, et puis on continuait d'ailleurs pendant un certain temps à réduire les forces françaises en France, hein, à réduire les moyens. Et c'est depuis véritablement un an qu'on a mis en place des forces qui sont, à mon sens, importantes et suffisantes pour exercer cette mission première, mais on arrive un peu en limite. Et derrière tout ça, en réalité, les choses ne sont pas venues. Cette relève par les forces de sécurité, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue parce que ce n'est pas simplement une question de formation des forces. Ça, on le fait, les missions européennes le fait très bien. Non, c'est parce que derrière, il y a des problèmes structurels, des problèmes profonds qui ne se changent pas comme ça, ne serait-ce même que dans le domaine de sécurité. Si on ne s'attaque pas, si on ne professionnalise pas d'une certaine façon le fonctionnement des armées locales, c'est-à-dire s'il n'y a pas de la transparence, s'il n'y a pas du contrôle de la manière dont l'argent est utilisé, s'il n'y a pas de véritable gestion des ressources humaines, ça ne sert à rien de faire des stages de formation, on en fait plein, pour des gens qui ne seront jamais utilisés dans le cadre pour lequel ils viennent d'être formés. Si les soldes ne sont pas réellement payés ou si une grande partie est détournée, le système ne peut pas fonctionner efficacement. On a des institutions qui sont, de ce point de vue, moins efficaces que les groupes djihadistes, qui, pour le coup, payent leurs soldats, qui fonctionnent en tant qu'administration mieux que les États. Et c'est ce différentiel qui fait toute la différence. Et donc là, on arrive un peu, du point de vue français, un peu en limite, en réalité, de ce qu'on est capable de faire. Ça fait 8 ans qu'on est engagé militairement, ça nous coûte 1 milliard d'euros à peu près chaque année, 57 soldats qui sont tombés. Donc on arrive un peu en limite de notre potentiel dans cette direction. Et les progrès, derrière ce bouclier que j'évoquais, les progrès, en réalité, sont toujours très lents, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine façon, tactiquement, l'opération Barkhane remplit son rôle, mais on arrive à la limite de l'entrisme dans lequel un pays comme la France peut agir auprès des pays africains dans ce qu'on appelle la coopération, où il y a un moment où, naturellement, on nous dit « mais ce n'est pas votre problème, c'est le problème de notre pays ». Et donc, là, on est un peu embuté parce qu'on va être traité, c'est toujours pareil, on accuse la France de trop intervenir et quand elle intervient, on lui dit il ne faudrait pas le faire, quoi. Donc il y a une espèce de bascule qui est très difficile à faire sur on veut aider les pays en question, mais ça s'arrête à une certaine limite parce que après ça, de quoi vous mêlez-vous? Vous n'êtes plus notre colonisateur. Pour rebondir sur ce point qui est absolument majeur, effectivement, pour moi, la limite, on l'a vu éclater au grand jour au moment de cette conférence de presse absolument incroyable où le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, affirme qu'il est hors de question de négocier avec les terroristes, avec les groupes djihadistes, et où le Premier ministre de la transition malien, Mokhtar Ouane, lui répond
Ah ben peut-être pour vous, mais nous avons décidé de négocier dans le droit fil des recommandations qui ont été formulées non pas en petit cénacle par des ministres ou des conseillers, mais recommandations qui ont été formulées dans le cadre de deux consultations très larges, à savoir la conférence nationale d'entente de 2017 d'une part, et d'autre part le dialogue national inclusif de 2019, qui ont recommandé de engager des pourparlers avec les fils du pays, nommément Yadek Ghali et Amadou Koufa, afin effectivement de trouver une solution. Je ne sais pas s'il s'agit de la bonne ou de la mauvaise solution. Je ne sais pas s'il est possible de négocier avec tous les groupes. Je ne le pense pas. Je pense que notamment avec l'État islamique, il n'y a absolument pas de marge. Mais que certains acteurs ont une fois de plus un discours politique, un projet politique auquel on ne répond pas. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous ne sommes pas en face, en ce qui concerne les chefs, de terroristes du type de ceux qui ont attaqué le Bataclan. Non, nous sommes face à des acteurs qui proposent un modèle alternatif en matière de gouvernance locale, en matière d'administration de la justice, en matière de mœurs, en matière d'éducation. Et c'est à cela qu'il faut être en mesure de répondre. Et effectivement, je pense que la limite est de savoir quelle est la volonté des autorités nationales et des populations. On en parle de plus en plus, à juste titre, et très honnêtement, je ne vois pas quel est l'objectif à atteindre. Là, je vais parler très spécifiquement des médias russes et de la désinformation qui est mise en place. Quel est l'objectif à atteindre? L'intérêt russe dans la région, à part déstabiliser un pays, explicitement la France, sur ce sujet-là, je ne vois pas l'intérêt. Sur l'aspect influence dans la région, d'ailleurs au passage, l'ambassadeur de Russie en République centrafricaine, où ça a été les prémices de cette désinformation, a été rappelé. Donc était-il allé trop loin? Je ne sais pas. Mais les intérêts russes dans la région, on voit la réunion qu'il y a eu, c'était à Odessa, le sommet Russie-Afrique. Qu'est-ce qu'on leur proposait? De l'armement. Point. C'est tout ce qui était proposé. Donc c'est un peu difficile. Et pour sortir du Sahel et revenir en Centrafrique, l'intérêt c'est quoi? C'est l'intérêt de compagnies minières qui permettent de payer les mercenaires de Wagner. Donc si vous voulez, on a un peu de mal quand même à voir l'intérêt qu'a la Russie, si ce n'est intérêt purement mercantile de très court terme, à déstabiliser dans la région. On n'en est plus, j'allais dire, à l'idéologie soviétique et capitaliste de l'autre côté. C'est quand même du passé tout ça. Donc il y a effectivement cette tentative de déstabilisation, parfois très très grossière. Quand on voit un panneau à droite marqué « Dehors les Français » et à gauche « Bienvenue les Russes », c'est un peu comique. Donc très honnêtement, à part l'intérêt immédiat et de court terme de déstabiliser un pays qui est concurrent sur d'autres domaines, on peut le comprendre, en Europe avec l'OTAN, etc., mais là, moi, clairement, je ne vois pas. Oui, je ne pense pas non plus que ce soit un front majeur pour la Russie. L'Afrique, l'influence est relativement limitée. On peut revenir dans le passé. Le Mali, notamment, au moment de l'indépendance, ça s'est tourné vers l'Union soviétique et s'est détourné de la France. Il y a un certain nombre d'ailleurs de militaires maliens qui ont été formés à Moscou. Donc il y a toujours eu plus ou moins une présence russe, une influence qui est restée limitée, qui a connu beaucoup d'échecs, surtout. Ça s'est globalement pas toujours bien passé. On a toujours l'exemple de l'Union soviétique envoyant des chasse-neige en Guinée en cadeau de bienvenue, en fin d'indépendance. Donc, il ne faut pas exagérer effectivement cette lutte. Et puis, en Centrafrique, bon courage aux Russes en Centrafrique, où la France a quand même mené 8 opérations militaires un peu compliquées. Alors, je partage pleinement cette analyse. Moi, je ne comprends pas cette façon
dont effectivement, notamment les autorités françaises montent en épingle cette influence russe qui me paraît tout à fait mineure, tout à fait sectorielle, comme l'a très bien dit le général, et portant en réalité sur des zones de très très faible intérêt stratégique, comme vient de le dire Michel Goya. Quelle est sincèrement la valeur ajoutée pour la Russie d'un pays tel que la Centrafrique, qui est quand même extrêmement compliqué lui aussi en termes de gestion, mais qui ne présente pas les risques pour la France de déstabilisation que peut présenter le Sahel ou le Tchad. On n'est pas du tout dans la même configuration. Moi, j'ai l'impression, et pour moi, le discours vis-à-vis de la Chine, la Turquie étant un cas un peu différent, est absolument du même ordre, c'est-à-dire qu'on a encore une lecture très géopolitique, axée sur des réflexes de type guerre froide en réalité, qui ne correspond absolument plus à l'environnement actuel. Ne vaut-il pas mieux s'intéresser à l'influence de certains de nos alliés auxquels nous vendons des armes dans le soutien apporté aux écoles, dans le soutien apporté aux services humanitaires, dans le soutien apporté aux services administratifs. On voit très bien que l'influence de certains pays du Golfe sur l'Afrique a un rôle, à mon avis, beaucoup plus important, beaucoup plus déstabilisant que celui de la Russie aujourd'hui. Peut-être plus s'inquiéter, par exemple, d'un pays comme l'Arabie saoudite qui impose l'arabe plutôt que le français, dans l'usage de l'arabe plutôt que le français dans certains pays de la région, en Mauritanie par exemple. Je n'ai pas cité l'Arabie saoudite pour ne pas être trop impolitiquement correct, mais bien sûr, l'enjeu est là en réalité, c'est-à-dire qu'on est face à une politique étrangère, on n'est pas face à une politique militaire, les militaires n'ont rien à voir avec tout ça. Ces choix-là, les militaires ne peuvent pas peser là-dessus. La question est de savoir qui sont réellement nos alliés. Est-ce qu'on ne reste pas aujourd'hui dans des alliances très traditionnelles ? On cite l'Arabie saoudite, ça me paraît être un cas quand même extrêmement problématique, notamment par rapport au partenariat militaire, pour le coup, qui existe avec ce pays-là, alors qu'on combat une idéologie que certains acteurs saoudiens, je ne vais pas dire l'État saoudien parce que c'est un acteur très compliqué à déconstruire, mais en tout cas qu'un grand nombre d'acteurs saoudiens contribuent à diffuser et de manière souvent assez délétère en réalité. Un mot à ajouter, puisqu'on parle du Moyen-Orient, souligner la position particulière des Émirats arabes unis, qui sont de fervents alliés à la fois de la France et du G5 Sahel dans cette région-là. Donc je pense que le monde bouge et l'implication de l'Arabie saoudite très claire dans les années 70, 80, 90, je crois sous l'influence probablement des Émirats arabes unis, on connaît les rapports entre MBZ et MBS, est en train de changer. Mais c'est vrai que les racines sont là et ça a créé de très sérieux problèmes dans la région par, il faut le dire, l'implication wahhabite dans les écoles en particulier. Iyad Rali était ministre en Arabie Saoudite et s'est radicalisé là-bas. Je fais un parallèle avec ce qui s'est passé au Levant. Je rappelle que l'État islamique au Levant a été déclaré en 2014. Il a institué un État, ce qui est actuellement l'objet d'un certain nombre de djihadistes au Sahel, d'installer un État. Et lorsque l'État s'est installé au Levant, il y a eu des menaces à l'extérieur du Levant, et en particulier en Europe. Et donc je considère qu'aujourd'hui, les djihadistes qui combattent au Sahel ont un objectif premier, c'est d'installer leur État au Sahel. Aucun doute, et ça n'a pas d'impact sur notre région. Mais à terme, par rebond, si un État s'installait au Sahel, prenons copie de ce qui s'est passé au Levant, ça serait une menace, parce que je rappelle que fondamentalement, l'État islamique comme Al-Qaïda n'ont pas une visée régionale, mais une visée mondiale. Donc pourquoi s'arrêterait-il une fois qu'ils auront installé un État? Alors on ne le voit pas aujourd'hui. Évidemment, on peut vous dire qu'il n'y a aucun terroriste qui vienne
du Sahel pour faire des attentats chez nous. Oui, je considère que tant qu'ils sont contraints à combattre dans leur zone pour avoir leur objectif de court terme dans leur zone, ils ne sont pas menaçants pour nous. Mais s'ils venaient à installer cet État dans cette zone, sur le long terme, ils deviendraient dangereux pour nous. Voilà. Tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas totalement en désaccord. Pas totalement en désaccord, mais je pense que là encore, ce qui est absolument... si je ne suis pas totalement en désaccord, c'est parce qu'en réalité, il y a eu une tentative d'attaque sur le territoire français. On le rappelle très rarement, mais parce que justement, là encore, on globalise. Quand le directeur de la DGSE nous parle de cette menace, elle reste très amalgamée, très globalisée, alors qu'effectivement, l'été dernier, au mois de juin ou de juillet, me semble-t-il, un attentat à la voiture bélier a été commis à Colombes par un individu qui a été arrêté et qui s'est réclamé d'Abou Walid al-Sahraoui, le chef de l'État islamique au Grand Sahara. C'est effectivement le seul fait de terrorisme en lien avec le Sahel, mais il existe. Donc je serais bien présomptueuse si j'affirmais qu'il n'y avait aucune menace en provenance de ces zones. En revanche, ce qui me semble essentiel, c'est justement de déconstruire les acteurs. Nous ne sommes pas face à des acteurs djihadistes unitaires. Quand on voit l'approche des groupes affiliés à Al-Qaïda, et notamment du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, on a un discours et une stratégie qui est extrêmement claire, qui est limpide. On a des acteurs qui combattent très clairement ce qu'ils considèrent comme une occupation de leur territoire. Leur premier ennemi, c'est la France et les troupes internationales, mais un ennemi qui répète que son objectif n'est absolument pas de viser le territoire français, mais effectivement d'instaurer des régimes qui soient conformes aux aspirations religieuses, sociales, morales des Maliens notamment. Donc moi je ne suis pas certaine, on a pendant très longtemps, pendant la guerre froide, brandi le Vietnam notamment en disant si le Vietnam tombe, c'est le monde entier qui sera submergé par le communisme. Ça ne s'est jamais produit. Et d'ailleurs, est-ce qu'un califat sincèrement islamiste installé au Mali, vous pensez qu'il aurait plus de capacité que l'État malien aujourd'hui pour venir envahir la France ou pour commettre des attentats? Sincèrement, moi je n'y crois pas. On ne parle pas d'invasion. Non, mais en tout cas, pour frapper durement la France. Pardon. En 2012, il y avait un califat de fait dans le nord du Mali. Voilà. Alors, il faut rappeler que quand même que parmi effectivement tout ce conglomérat de groupes, d'organisations diverses, il y en a certaines qui ont un agenda international comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est quand même le descendant du GIA qui organisait des attentats en France en 94, 95, qui a tué des tas de Français, qui a envisagé de fracasser un avion sur Paris. Et ce sont les mêmes, ce sont les descendants de cette organisation. Et ces gens-là nous détestent et ils sont prêts à nous frapper partout où ils peuvent. S'ils ne frappent pas en France, c'est que, et pour l'instant, c'est difficile. Et donc ils ont porté le combat au Sahel, y compris quand on est français. Il faut se rappeler tous les otages qui ont été pris, tous les assassinats qu'il y a pu avoir. Et donc la défense, oui, pour la France, elle a lieu sur place, parce qu'on a quelques intérêts, on a surtout quelques ressortissants. Elle a lieu aussi, on en parle moins, mais sur les pays environnants. Notamment sur tous les pays du Golfe de Guinée, de la Côte d'Ivoire en particulier, ou le Sénégal, et là pour le coup, les intérêts de la France et simplement le nombre de Français présents est beaucoup plus important. Donc là, on pourrait, s'ils veulent vraiment attaquer la France, ils peuvent le faire dans ces pays-là. Et puis ensuite, il y a cette idée, qui n'est pas complètement fausse non plus, que la déstabilisation de cette région a des impacts aussi de diverses manières sur l'Europe. Les impacts économiques, les impacts provoquer des migrations, enfin des flux migratoires, etc. Et donc, on a intérêt, nous Français, et même globalement les Européens, à ce que cette région soit la moins instable possible. Alors après, comment on fait pour ça, c'est effectivement c'est assez compliqué. Certains groupes, et je rejoins Niagalé, c'est-à-dire que là on fait de la politique locale, certains groupes qui ont un agenda local
et qui, Ansar Ardine, ne va pas envahir le territoire français. Hein. C'est très clairement. Et puis d'autres, oui, qu'il faut continuer à combattre absolument, hein, incontestablement. Il n'y aura pas de paix possible avec l'État islamique. D'où probablement la limite de la négociation avec certains groupes djihadistes qui ont des objectifs locaux et l'impossibilité de négocier. Comme le disait Niagalé, il n'y a pas d'espace de négociation avec certains, hein, dont l'objectif est clairement de détruire notre société. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc il y a effectivement une limite dans la capacité de négocier localement.